Alors, aujourd'hui, je veux... alors, qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux faire, c'est me concentrer, parce que je trouve que c'est la bonne manière de procéder, me mettre de côté la stratification en expliquant plus tard les difficultés spécifiques à ceci. Et je veux aujourd'hui parler du cas où toutes les équations vont être des équations. Oui, j'aurais dû dire aussi que dans les jonctions, il y a la même problématique que dans les problèmes qui dépendent du temps. Problème dépendant du temps, on peut avoir des équations dans lesquelles les coefficients dépendent du temps, ça c'est naturel, et la jonction fixe. Mais on peut aussi avoir des situations où la jonction bouge avec le temps. Et évidemment, plus compliqué, c'est si le mouvement qui dépend du temps est globalement connecté aux équations que l'on est en train de résoudre. Donc il y a des questions totalement ouvertes là-dessus, sur des équations à courbure moyenne, où typiquement on va avoir des mouvements parce que les bords vont bouger, ça va faire bouger, ce ne sera plus des lignes droites, ça sera des surfaces qui auront tendance à se courber. Le fait qu'elles se courbent va tirer le point, et le point naturellement bouge. Et ça bouge, c'est un problème global. Les seules choses qui soient connues sur ce genre de problème, et j'y ai absolument pas réfléchi, pour le cas de la courbure moyenne, c'est des existences en temps petit d'une unique solution régulière. Il y a aussi des travaux un peu plus globaux de géométrie, mais ce sont des choses assez complexes. Donc, dont je vous parlerai très peu de déformation dans le temps, étant entendu que, je vais le dire maintenant une fois pour toutes, que l'on veut avoir des méthodes qui passent de la même manière lorsque la déformation temporelle est connue. S'il y a un bouclage entre les équations et la déformation temporelle, d'abord il faut savoir de quel problème on parle, d'où ça vient, comment est ce bouclage, comprendre d'où il sort de par les équations qui sont, comme je l'indiquais, des approximations. Donc il y a une redéfinition complète, et d'ailleurs même pour le cas de la courbure moyenne, je pense que ce travail n'a pas été fait, ce travail en amont n'a pas été fait soigneusement. Bon, donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de pain sur la planche. Ensuite, on sent bien que les phénomènes vont être totalement différents suivant le type d'équation que l'on regarde. Donc on peut avoir des équations, c'est ce que je vais faire, qui sont basées sur le principe du maximum et donc mathématiquement sur les solutions de viscosité. Ça, c'est un cas de figure qui a un intérêt. On peut avoir, qui contiendra des cadres elliptiques, on peut avoir des équations conservatives qui contiennent aussi le cas elliptique, voire des modèles d'ordre supérieur si on faisait plus de mécanique, voire des lois de conservation non linéaires, donc ça peut être des équations sous forme conservative. Et là, on va tomber dans des techniques totalement différentes. Ce n'est pas pour rien que lors de mon premier marathon du séminaire, je vous ai donné une vision un peu différente des lois de conservation. C'est le premier outil pour commencer à regarder des choses comme ceci. Bien. Ensuite, vous pouvez avoir des équations qui dépendent du temps. L'équation de la chaleur, c'est comme elliptique, ça on s'en doute. Bon, il y aura peut-être des problèmes techniques qu'il faudra gérer. Je n'ai absolument pas regardé des phénomènes beaucoup plus de propagation. Okay. Honnêtement, si je pense à l'équation des ondes et qu'on sait gérer l'opérateur elliptique d'une bonne manière, je ne pense pas que ce soit un problème. Mon souci n'est pas de faire un théorème de maths. Mon souci est de savoir est-ce que l'on a bien modélisé, c'est-à-dire de dire que je prends l'équation des ondes, je mets la condition de Kirchhoff sur la jonction. Rassurez-vous, la condition de Kirchhoff, c'est ce que vous avez en électrostatique, on va la revoir. Je la mets en un point de jonction, c'est un problème bien posé. Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr que c'est le cas. Parce que le Laplacien, avec les conditions de Kirchhoff, est un bon opérateur, donc c'est l'analyse fonctionnelle soft. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose? Ben, j'en sais rien. Donc,
Je pense que oui, parce que les techniques asymptotiques dont on va parler dans le cas du second ordre sont bons. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et il y a toujours ce problème de à quelle fréquence on regarde les phénomènes. Donc si on est à relativement basse fréquence et qu'on a des domaines qui sont faibles, l'intuition physico-ingéniero-mathématique vous dit que c'est OK. C'est les propriétés de l'opérateur elliptique qui gouvernent. Si en revanche on se mettait à regarder des choses où la fréquence est du même ordre, où la longueur d'onde plus exactement est du même ordre que la taille, là il y a un gros souci. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ça rejoint d'anciennes préoccupations sur les faibles dimensions et l'équation d'Helmholtz ou les phénomènes de propagation d'ondes, une question qui a beaucoup préoccupé un certain nombre d'organismes, dont le CEA et la DAM il y a quelques années. Bien. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la fin de l'histoire en termes de type d'équation. Ce que je vais vous dire, d'abord, on va laisser des phénomènes conservatifs non linéaires de côté, la loi de conservation. Ça, je le mets complètement de côté. Des équations elliptiques, même non linéaires, conservatives, ça, c'est la même chose que ce que je vais raconter. Ce n'est pas grave. Je regarde des cas temporels faciles, équation de la chaleur, et je pense que pour des équations, disons, linéaires, les équations des ondes, ça va marcher comme le Laplacien. Donc fondamentalement, moi ce que je vais regarder aujourd'hui, je mets tout ça de côté, mais c'est bien d'avoir une vision globale avant de se dire on fonce sur un problème. C'est le point que je veux regarder dans les deux cours et plus epsilon qui subsistent, c'est le cas où on a des équations complètement non linéaires, équations complètement non linéaires, elliptiques du deuxième ordre. Et donc, je vais regarder une situation de jonction. Et je vais regarder en observant que pourquoi les jonctions, c'est parce que une situation avec une interface, c'est une situation de jonction avec deux. Bon. Alors, équation complètement non linéaire, elliptique du second ordre. Et donc, on est dans une situation comme ceci. Et je commence par le cadre où chacun des éléments du réseau sont de dimension 1. Donc c'est ce que j'ai tracé ici ou là. Bien. Alors, ça, on va se dire, je vais résoudre une équation. Et quelle équation j'ai? Bien, je peux sur chacune, ça j'appelle ça 0, sur chacune de ces demi-droites, je les oriente comme ceci, en allant vers la jonction. C'est simplement parce que je ne veux pas écrire des dérivés en 0 avec le signe moins devant. Donc je veux que la normale soit... Je veux que quand on sorte de cette ligne droite, ça soit de manière positive. Donc, eh bien, sur la feuille I, ou la ligne I, je vais écrire une équation. Donc, je vais faire les choses les plus simples possibles. On va mettre ici f de d2u sur dxi carré. Je mets un plus u, c'est une équation stationnaire, et je mets un f de xi. Bien. Un f de xi et quoi dire d'autre? Oui, et ça c'est pour xi négatif. Voilà, donc on a nos équations sur chacune des demi-droites, et puis qu'est-ce qui se passe en 0? Bien. Alors, commençons par une caractérisation qui ne sert à rien, mais qui mathématiquement a du sens. Xi négatif, il faudrait que quand même, pardonnez-moi avant que je précise un certain nombre de choses, pensez que f est une fonction qui est
régulière connue pour xi négatif ou nul. Et vous pouvez penser que f tend vers 0 à l'infini, si vous en avez envie, tend vers une constante à l'infini, reste borné à l'infini, peu importe. Il faut des conditions. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'elle croisse trop vite à l'infini. Donc il faut aller dans des exponentielles, voire même un peu plus que des exponentielles, pour avoir des problèmes. Donc ce n'est pas le problème à l'infini. Bien. Donc f régulière. Maintenant, complètement non linéaire, bah oui, ça veut dire c'est au sens où la non-linéarité porte sur les dérivés d'ordre le plus élevé, ici à se voir les dérivées secondes. Et f, c'est quoi? Eh bien, c'est une fonction qui est strictement décroissante. Ça, c'est l'aspect elliptique. Pensez à moins d2u sur dxi carré, l'analogue du Laplacien en dimension, le Laplacien en dimension 1. Et de manière plus précise, je vais supposer que AF est lipschitzien. Vous pouvez penser même, si vous avez envie, prendre C infini, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas trop envie C infini, mais si vous préférez, c'est aussi, il n'y a pas de souci. Et je vais supposer que F' en A, qui n'existe que presque partout, puisque F est lipschitzienne, mais ça suffit, est inférieur à, je n'ai pas besoin d'avoir trop de constantes, à moins une fois l'identité, et comme A ici, et c'est un FI, pardonnez-moi, dans chaque ligne, vous pouvez avoir une équation différente. F'I de petite a est inférieur à moins 1 et supérieur à moins C0, ce qui est automatique puisque c'est lipschitzien, mais je l'aurais écrit pour que les choses soient claires. Le moins 1 ne joue aucun rôle, c'est juste une normalisation de l'ellipticité. On voit bien que cela ne peut pas dégénérer. Bien. En dimension supérieure, bien, vous auriez des équations dans toutes les variables, puisqu'il y a aussi toutes les variables communes à chacune des feuilles. Bon. Non, là, je crois qu'on a à peu près tout dit. Alors, je reviens sur ce que je disais. Une caractérisation inutile mathématique, c'est de dire que, bien sûr, si on se donne UI en 0, que ça soit les mêmes ou pas. Si les UI de 0 sont connus, le problème se découple complètement. Vous avez une unique solution sur la demi-droite. Et donc, il y a une unique solution. Donc, a priori, on se dit que l'ensemble des solutions est paramétré par k variables qui sont les valeurs des coefficients. Alors, je vais me restreindre à une situation, et il y a des raisons pour ça, et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, si on admet des sauts. Je vais me restreindre à une situation où les différentes fonctions définies sur une demi-droite se recollent en 0. Donc, de sorte que les UI de 0 sont tous égaux. On verra dans un instant pourquoi c'est une hypothèse naturelle. Si on pense qu'une jonction est la limite de quelque chose en dimension plus élevée, alors on verra que cette condition est naturelle. Donc, ceci, ça nous donne K-1 relation. Il nous reste une variable inconnue qui est bien entendu la valeur commune en 0. Bon. Oui. Non. Non, parce que c'est du deuxième ordre, qu'il y a un plus U, etc. Hein. Donc il y a un plus U. Donc la question, c'est de dire, si je prescris sur une demi-droite une valeur en 0 quelconque et rien du tout en plus l'infini, il y a une unique solution. Alors, rien du tout, il faut dire que la solution est bornée, par exemple. Hein. Donc, UI0 connu, il existe une unique solution U1 UK bornée. Et qui est en fait ici très régulière. Elle est C2,1. Donc presque C3. La dérivée seconde est lipschitzienne.
Bon, donc ça, c'est des équations complètement non linéaires en dimension 1, donc les choses sont très faciles. Bien. Alors, U1 de 0, etc., etc., U4 0. Donc moi, je vais me restreindre à ce cas de figure et je voudrais tout de suite expliquer pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que si vous avez des sauts dont vous connaissez l'amplitude, c'est la même chose. Parce que, disons, imaginez que vous en ayez deux. Si vous dites que U1 de 0 moins U2 de 0, c'est quelque chose, eh bien, à U2, vous rajoutez le quelque chose et vous êtes ramené au cas précédent. Bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est des potentiels définis à une constante près, donc c'est pas grave. Et assez naturellement, quand on écrit les équations de manière non conservative, on a des potentiels et c'est défini à une constante près. Donc ça, c'est pas très grave. Après, il pourrait y avoir d'autres situations dans lesquelles il y a un saut, mais ce saut est déterminé de manière globale par les équations. Honnêtement, avec des problèmes de second ordre, je n'ai jamais rencontré un modèle comme ça. Il y en a peut-être. Donc ça, je le mets de côté. Bien. Alors maintenant, pensons à un réseau comme ceci. Vous voyez que lorsque j'ai écrit, et regardons un peu la géométrie de la chose, lorsque j'écris ce système d'équations, j'ai dessiné mes demi-droites dans le plan, ça paraissait naturel, étant entendu que bien, chacune de ces droites est équipée de sa coordonnée intrinsèque, et qu'en aucune manière je suis en train de dire que la coordonnée, mettons si ça c'est la bisectrice, en aucune manière je suis en train de dire qu'il y a un rapport entre ces trois coordonnées indépendantes. Okay? Donc la géométrie là-dedans, en tout cas, tant que je n'ai pas spécifié ce qui se passe en 0, ou si je prescris U de 0, ne joue rigoureusement aucun rôle. C'est-à-dire que je pourrais imaginer que ceci, c'est une jonction à plat en dimension 2, mais je peux changer les angles, ça ne change rien, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc, quelque part, on se dit que dans un certain nombre d'applications, l'angle doit impacter sur le type de conditions aux limites. D'où ça vient, on ne peut pas le voir comme ça, puisque la manière dont ça crée les choses, on ne voit rien. On peut imaginer aussi que chacun des xi se balade dans ça soit des variables, pour bien dire qu'elles sont indépendantes dans un espace qui alors serait naturellement k-dimensionnel. Tant qu'on n'a pas un peu progressé sur d'où ça sort ce genre d'équation, on peut faire des maths très facilement. Je ne me priverai pas de le faire. Mais on peut aussi se dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Alors, plutôt que de faire un grand baratin, je vais faire de l'électrostatique. Parce que je vais me dire, tiens, je vais avoir mon réseau de fils. Alors, mon réseau de fils, il va être en dimension 3, naturellement. Il peut être en dimension n. J'ai mon réseau de fils, donc comme ceci. Je vais idéaliser mon réseau de fils comme ceci. Et puis ça, c'est un objet qui est en dimension quelconque. À la fin, je récupère un truc où il y a 3 droites. On va dire 3 droites, un fil, ce n'est pas vraiment une droite. Bon, on sent bien que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de la jonction. Donc vous pensez que c'est la tangente. D'ailleurs, on va zoomer là. Bien. Donc, je vais essayer de faire le dessin plus proprement. On va avoir une droite, une demi-droite, qui va être d'une certaine manière le guide de mon fil. Et et mon réseau de fils, je vais penser que
Alors, c'est un réseau de fil électrique, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a déjà là une approximation. Bien. Ensuite, deuxième chose, c'est que vous n'allez pas, comme on le sent bien, vous n'allez pas récupérer les mêmes conditions, à la limite, si vous ne faites pas une hypothèse sur les diamètres des fils. Donc, quand on parle de loi de Kirchhoff, on a fait une hypothèse. C'est qu'on a fait une hypothèse sur le fait que tous les fils ont le même diamètre. C'est pensé comme à des flux. Si vous avez un diamètre qui est 2 fois plus gros, le flux est 2 fois plus grand. Okay. Donc, un fil dont le diamètre serait double, c'est comme si vous aviez 2 fils côte à côte du même diamètre. Il va compter double. Et ces 2 fils, comme à la limite la géométrie, elle ne semble pas jouer de rôle, d'une certaine manière, je peux avoir, pour une jonction triple, je peux faire ça, mais celui-là, je peux le mettre là aussi, si j'en ai envie, ou juste à côté. Et à la fin, c'est même superposé. Et donc, si j'ai la même équation là, elle va compter 2 fois. Ah. Donc on sent bien que ça dépend par quoi on approche. Hein. Alors, OK, donc j'efface le guide du milieu, et je commence, pour simplifier, par une situation où j'ai, à part une zone de jonction régulière comme ceci, j'ai 2 tubes de diamètre epsilon qui partent à l'infini dans 3 directions différentes. Étant entendu que, d'ailleurs, si vous avez 2 epsilon, vous pouvez essayer de faire des changements d'échelle pour vous ramener à une situation, mais du coup, ça va changer les équations. Bon, ce qui est une autre manière de se dire, oui, on ne va pas récupérer la même solution à la fin. Donc là, c'est une hypothèse, dire que c'est le même epsilon. Ensuite, quand on fait de l'électrostatique, on va dire divergence, on va écrire la loi d'Ohm, on va écrire assez naturellement toutes les lois de l'électrostatique pour aboutir à quelque chose qui sera du style moins Laplacien V égale ρ. Où ρ est une certaine densité, c'est mon F. Et on a un Laplacien dans ces domaines qui est dans RD. Hein, c'est le domaine qui est contenu, que j'ai décrit par ce dessin. Donc ce domaine, je l'appelle, ça c'est pour faire de l'électrostatique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que la véritable équation, c'est pas ça. On peut avoir des coefficients qui ne sont pas homogènes, et donc vous avez une équation qui est en divergence de sigma gradient V égale ρ. Donc vous pouvez avoir une modulation spatiale de l'équation. Je la mets de côté. La modulation spatiale peut avoir son importance, surtout si les 3 fils n'ont pas exactement les mêmes propriétés électriques. Donc on sent bien, au milieu, là, où on a noué les trucs ensemble, qu'est-ce que c'est le sigma? Dieu sait ce que c'est. Mais en tout cas, dès qu'on sort du point, et le point normalement ne doit pas être trop important, dès qu'on sort de la jonction même, on peut avoir des sigmas différents. Bien. Ce qui pose d'autres questions sur le sigma, mais restons avec moi la patience. Bien. Ensuite, là-dedans, il va falloir que il y a besoin de conditions limites. Une condition aux limites naturelles
qui est de dire pas de flux à travers le bord. dv sur dn égale à 0, où n est la normale en tout point. La normale, ici c'est n, là c'est n. Bon. Donc, on a quelque chose qui est bien défini. Je rajoute, ça c'est purement mathématique, c'est lié à l'infini, etc. Je rajoute un plus v ici, c'est pas... ne vous faites pas de soucis là-dessus. Normalement, ce qui serait plus naturel, c'est de les couper et dire je connais le potentiel. Ou les différences de potentiel, là où je coupe. Ben, si je ne fais pas ça, je vais jusqu'à l'infini et je rajoute un plus v, ça revient au même. Bon, alors en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on a un V qui est pas trop mal fichu, on ne sait pas trop bien comment ça bouge en epsilon, mais à la base, c'est le même potentiel partout. À la limite, physiquement, c'est le même, il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux fils électriques, là, en ce point-là. Hein. Donc, ce qui est naturel, c'est d'imposer la continuité en zéro. Qu'est-ce que l'on va récupérer? Eh bien, et ça nous le comprendrons de manière générale et avec en plus dans le cadre non linéaire, on va récupérer une condition aux limites. À la limite, on va récupérer un tas de demi-droites, ici 3 dans le dessin, qui se réunissent en un point qui, disons, est 0. Et puis, donc, tout ceci se collapse sur une jonction à trois branches qui est sous-tendue par ce dessin-là, qui sera naturellement écrite, dessinée dans RD, qui peut être 2 ou 3, peu importe. Et on s'attend à ce qu'on ait effectivement sur chacune des feuilles, donc pour les xi négatifs, on s'attend à avoir moins d2v sur dxi carré plus v égale ρ. Quel ρ? Bien le ρ dans lequel on a annulé toutes les autres coordonnées. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on a une variable ambiante qui est dans RD, et que quand j'écris xi, c'est une manière de repérer la coordonnée sur la droite plongée dans cet espace ambiant. Okay? Donc, de quoi s'agit-il? C'est vraiment de dire j'ai un vecteur qui est la direction de la demi-droite, et le xi en question. Pour être cohérent, je vais toujours le faire pointer vers... non, il faut que je le fasse pointer vers... puisque xi est négatif, il faut que je le fasse pointer vers l'extérieur. J'en sais rien. Je vais écrire et puis on comprendra de quoi il s'agit. Donc le vecteur xi, lui, il est dans RD. Donc, quand je dis ρ, il faut que ça soit ρ comme ρ est une fonction sur RD, et donc le point que je suis en train de regarder, donc il faut vraiment que je l'oriente comme ceci, pardon, c'est moins xi xi. Et ça, c'est un point de RD. OK. Donc ça, c'est raisonnable de s'attendre à ça. D'abord, les autres variables, on ne les voit pas, donc on ne voit pas de quel autre point on pourrait parler. C'est la seule variable qui reste. Hein. Quand ceci s'écroule sur cette droite, c'est la droite moins x xi. Donc il ne reste plus que ça. En revanche, que la dérivée seconde qui est contenue dans le Laplacien dans toutes les dérivées transverses, parce que ça peut être un tube, hein, ça. Pourquoi ça disparaît? Ça, c'est moins clair. La raison est, si on se dit ça marche bien, et pensez que vous êtes en dimension 2, vous avez un petit tube comme ceci. Là, je fais des choses formelles
pour aller vers la mise en place de la structure mathématique. Hein. J'essaie de comprendre ce qui se passe. On peut se lancer tête baissée dans les démonstrations, ce n'est pas le problème. Donc là, dans quelle situation on a? On a un Laplacien, et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Là, j'ai la variable normale qui, dans les deux cas de figure, consiste à dire que la dérivée de v par rapport à y vaut 0 ici, et que dv sur dy vaut 0 ici. Et que ici, vous avez la variable x. Bon, on est prêt à se dire que par rapport à x, c'est bien fichu, la solution, et indépendamment de epsilon. Si c'est bien fichu par rapport à x, ça veut dire que par rapport à y, la dérivée seconde, elle est bornée. Mais si la dérivée seconde est bornée et qu'elle vaut 0 ici et 0 là, et qu'il y a epsilon entre les deux, elle n'a pas le temps de beaucoup bouger entre les deux. Donc ça veut dire qu'elle est formellement d'ordre epsilon. Et donc on doit s'attendre, parce qu'on a mis ces conditions aux limites, on doit s'attendre à ce que la dérivée tende vers 0. Si vous aviez d'ailleurs mis d'autres conditions aux limites, ça ne marcherait pas du tout. Exemple, si vous mettiez le potentiel est connu sur le bord du fil, ce qui évidemment n'a aucun sens du point de vue électrostatique. Hein? Eh bien, à la fin, vous avez une constante sur tout le fil. Hein? C'est le potentiel, il ne bouge plus. D'accord. Bien. Comme on est dans des phénomènes conservatifs, il est naturel de mettre ici la même normale que le Laplacien. Est-ce que la normale est importante là-dedans? En d'autres termes, si on avait des coefficients ici, est-ce que ça changerait quelque chose? Non. Bon. En plus, ça, c'est dimension 1, mais en dimension plus grande, vous avez un tube, vous n'avez qu'une seule information sur la dérivée normale, mais c'est le même principe. Hein, c'est si sur une sphère, la dérivée normale est petite et que la dérivée seconde, une sphère de rayon epsilon, que la dérivée normale est nulle et que la dérivée seconde est bornée, ça n'a pas le temps de monter. Les dérivées, elles sont petites. C'est exactement le même principe. Donc il y a quand même quelque chose à dire pour se convaincre qu'à la fin, c'est la bonne équation. Et puis, il y a un scientifique d'un autre siècle, Kirchhoff, qui vous dit, mais dans une situation comme ceci, la somme des courants au point de jonction doit être nulle. C'est quoi le courant? C'est le gradient. C'est la dérivée. Donc, Kirchhoff nous dit il faut s'attendre, quand epsilon tend vers 0, nous dit que ce que l'on récupère normalement à la fin, c'est qu'on devrait avoir que la somme des courants, ce qui ici, c'est le flux en 0, c'est le flux de potentiel en 0, que la somme, donc V, hein, vous voyez, sinon on voulait être tout à fait rigoureux, on ferait une distinction entre la limite de V sur chacune des feuilles, sur chacune des lignes. Donc on devrait dire que si la limite c'est VI sur chacune des lignes, alors on a somme de DVI de somme sur K de DVI sur DXI en 0 qui vaut 0. Et on s'attend à ce que tous les potentiels en 0 se recollent. Alors comme ils se recollent, on peut aussi dire qu'au fond, on a une seule fonction qui est définie sur cette réunion de lignes. Puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir K fonction, c'est juste un jeu de notation. Donc on peut l'appeler V, ou dire que V restreinte à chacune des lignes, c'est VI. Il n'y a pas de risque, puisque de toute façon, la valeur en 0 est définie de manière non ambiguë. Alors ça c'est aussi assez naturel dans le sens, tout ce que je raconte là, c'est formel. C'est aussi assez naturel parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait tout à coup une différence de potentiel qui apparaîtrait là où les fils électriques se rejoignent. Kirchhoff, il ne voulait pas qu'il y ait de différence de potentiel là. Bon. Puis ça, on fait des mesures, on voit et ça marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin non, vous êtes trop jeune.
Non, pas tous trop jeunes. Donc, les TP électrostatiques, un certain nombre d'entre nous ont connu ça. Bon. On mesurait, on vérifiait les lois, etc. Avec du matériel qui marchait plus ou moins, ça c'est une autre chose. Je pense que quand même, et où on avait des profs de physique qui surveillaient les TP, et je ne sais pas, c'était intermédiaire entre le maton de prison et le prof de physique au moment des TP. Je crois que c'était une épreuve au moins beaucoup plus pour les profs que pour les élèves lâchés sur des machines où ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Le pire moment pour eux étant l'apparition des oscilloscopes. Ça n'a pas duré longtemps, ils étaient de toute façon tous pétés au bout de quelques semaines. Bon, donc c'est les grands moments de la physique expérimentale au lycée. Hein, c'est avec le chronomètre devant le pendule. Donc ça, c'est un grand moment intense de science où on reste pendant une demi-heure devant le pendule avec le chronomètre pour vérifier que tout se passe bien. Il y a d'ailleurs une très jolie histoire de Halley, le prix Nobel d'économie. C'est la fin de l'année, c'est comme dans le dernier cours quand on était à l'école. Le dernier cours, on s'amuse. Donc, ouais, ça va, Claude, hein, tu n'es pas obligé de faire la grimace en disant si c'est ça ton sens de l'amusement. Oui, j'ai compris, je ne suis pas un vieux, mais pas crétin. Alors, Halley, donc le futur prix Nobel d'économie, sort de l'école polytechnique, du corps des mines, nul n'est parfait, et veut faire en fait de la mécanique. Et décide de regarder le pendule, style pendule de Foucault, etc. Et puis il commence à faire des tonnes de mesures, donc là à l'école des mines, là, sur le boulevard Saint-Michel, et puis commence à découvrir des aberrations du mouvement. Donc il est resté beaucoup plus longtemps que la demi-heure, obligé à tous les lycéens, qui de toute façon, à la fin, pour ceux qui étaient assez bons en maths, dès que le prof avait tourné les dos, nous on remplissait d'après les formules mathématiques ce que l'on devait trouver en rajoutant des erreurs aléatoires. Donc c'était déjà le bidonnage des données, comme ça s'est répandu en biologie de manière intensive. Donc, donc Halley, tout à coup, observe une aberration. Et il se dit, c'est extraordinaire, il est tout excité, il se dit, ça y est, c'est ma thèse, il commence à rédiger une auto-compte rendue. Quand un technicien du labo regarde un peu son truc et lui dit, non mais votre aberration, c'est le métro qui est en train de passer dessous. Et Halley donc décide à ce moment-là de laisser tomber la mécanique pour faire de l'économie. Bien appris, il deviendra prix Nobel d'économie. Et il a toujours dit, avec beaucoup d'humour, quand on lui demandait pourquoi vous avez changé, il a dit parce qu'au moins en économie, les théories sont invérifiables. Donc, je me retranche derrière Halley. Hein, bon. Et en plus, l'économie m'intéresse beaucoup. Donc, ce n'est pas une critique, mais c'est vrai aussi que ça aide qu'on puisse rien vérifier, ou peu vérifier. Pardon ? Deux. Oui, enfin, c'est simplement parce que les théories n'ont pas le même. En fait, on est en train de comparer deux exercices intellectuels qui sont d'une nature différente. Mais enfin, bon, peu importe. Donc, on ne peut pas non plus comparer l'intérêt de deux exercices différents. Quoi qu'il en soit, donc effectivement, on sait que ça devrait être la bonne limite. D'ailleurs, quand je vous parlais des diamètres doubles, c'est que si dans la troisième branche, il y avait un diamètre double, ça on l'apprend moins, mais il devrait y avoir un 2 sur la troisième. Et d'où ça sort ? Pardon ? Alors, ça, tu vas faire une conservation de courant, ça c'est la démonstration formelle. Donc, effectivement, avec une démonstration formelle, on va s'en tirer en faisant une petite intégration sur un petit élément de volume. Donc, tu as entièrement raison. On va avoir que la somme des flux sur chacune des surfaces est nulle. Et que, asymptotiquement, on se dit que la somme des flux sur chacun des surfaces, ça devient la somme des dérivés, multipliée par l'air, et si l'air est la même,
Ça donne la relation de Kirchhoff. En d'autres termes, qu'est-ce que vous faites? Vous découpez une petite boîte gamma epsilon là-dedans et vous intégrez moins Laplacien V sur gamma epsilon égale l'intégrale de rho sur gamma epsilon. Ça, c'est d'ordre, c'est tout petit par rapport, c'est un petit taux des sections. Hein, c'est un petit taux de epsilon. Si tout était tracé en dimension 2, c'est d'ordre epsilon carré. C'est l'air. Et ceci, ça va être la somme des flux sur des flux extérieurs sur les surfaces. Et donc, on va se dire que si tous les diamètres sont égaux, cela devrait être semblable à moins epsilon fois si les dérivées sur les flux sur chacun de ces interfaces, on se dit, on a vu que la dérivée transverse était nulle, on peut imaginer que la variation transverse de la dérivée par rapport à xi soit faible. Formellement, puisqu'on fait une démonstration formelle, on s'attend à ce que ça soit moins epsilon dv sur dxi en un point proche de 0, à la limite que ça fasse 0, parce que si c'est un point qui est d'ordre epsilon, l'erreur devrait être un petit taux de epsilon. Il y a plein d'hypothèses pour justifier ceci. On peut faire ça beaucoup plus proprement par une approche variationnelle. Hein, on ressort l'axe 1000 grammes à tour de bras, on regarde les fonctions de test, on fait une démonstration, c'est faisable, je ne veux pas le faire, ça ne présente pas d'intérêt. C'est classique du point de vue EDP, et après on se retrouvera complètement coincé, comme je l'indiquerai dans un instant. Et donc vous voyez qu'à la limite, on s'attend à ce que la somme des dv sur dxi soit égale à 0. On voit d'ailleurs que le rapport des diamètres de section ou d'aires de section en dimension 3 va donner les différents coefficients, et que donc ce que l'on a ici, c'est l'aire de la section qui apparaît comme combinaison des dérivées. Donc, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend que l'on a, en tout cas, pour le Laplacien, grâce au fait que ça soit une équation conservative, c'est fait pour, c'est les lois de conservation de la physique, dans ce cas-là, eh bien, on s'aperçoit que ce qui sort, c'est une relation de Kirchhoff, ou une relation, de manière plus générale, dans laquelle on pourrait avoir une somme d'un certain nombre de coefficients. Je ne pense pas m'être servi de lambda jusqu'à présent, une somme de lambda i du sur dxi en 0, qui est par exemple égale à 0, avec des coefficients lambda i qui sont tous strictement positifs, parce que dire qu'un coefficient serait nul, ça voudrait dire que l'air est nul. L'air est nul, ça veut dire que la feuille, elle n'y est pas. Bien. Donc, à travers cet exemple d'électrostatique, on devine un type de condition aux limites, OK pour la continuité, et très formellement, OK pour ceci. Et ça va marcher si on a une équation conservative. Maintenant, si vous avez une équation non linéaire, vous pouvez plus rien intégrer par partie, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a aucune raison de penser que si c'est non linéaire ici, on va retomber sur Kirchhoff. A priori, on se dit on devrait avoir quelque chose de non linéaire. Bon. Et ce quelque chose de non linéaire va être une combinaison non linéaire de somme des lambda i une fonction non linéaire des différentes dérivées, mais cette fonction, elle va dépendre bien sûr des équations, mais en général, elle va aussi dépendre de la géométrie. Et elle va être déterminée globalement par une sorte de problème de la cellule. En fait, une sorte de problème ergodique qu'il va falloir résoudre. Le problème ergodique, ça apparaît assez naturellement en se disant que la seule manière de comprendre ce qui se passe, ça va être de résoudre finement la transition qui est ici. Résoudre finement la transition qui est ici, c'est de faire un zoom. C'est d'envoyer ce qui est à distance 1, de l'envoyer très très loin. En d'autres termes, ce sera d'agrandir tout ce schéma pour le ramener à taille 1.
Ce faisant, on va modifier les équations, on va tuer le terme d'ordre 0, on va voir apparaître des situations que où si on faisait de l'homogénéisation, eh bien on dirait qu'on est en train de regarder le problème de la cellule et on va voir apparaître un Hamiltonien effectif qui va être la constante qui permet de résoudre le problème de la cellule, eh bien, on va avoir une sorte de problème unitaire de jonction qui va déterminer une fonction, et c'est cette fonction qui va apparaître comme condition à limite finale, condition à limite effective. Et donc, elle dépend de la manière dont on approche la jonction, dès que c'est non linéaire. Okay. Alors, donc ça, c'est l'objectif. Vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Donc, ce que l'on verra à suivre, généralisant cette approche, où on a pu deviner, comme Charles nous l'a dit, on a pu deviner la relation de Kirchhoff, et je ne suis pas allé voir les articles originaux, mais je suis sûr que quelque part dans un bouquin de physique, cet argument de conservation des flux est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas le choix. Et si on veut le faire plus proprement, en formulation variationnelle, tout marche bien. Mais en non linéaire, ça s'effondre. Pour une équation non conservative, ça s'effondre. Et je ne vous parle même pas d'équations dégénérées. Parce que là, je mets deuxième ordre, mais je pourrais faire des choses du premier ordre, il y aurait exactement les mêmes problématiques. Bon. Donc l'étape d'après, ça va être de dire que si l'on voit apparaître quelque chose comme ceci, et d'ailleurs au passage, je voudrais rappeler quelque part une interprétation probabiliste de ceci. Vous savez que derrière l'équation de la chaleur, donc derrière l'électrostatique, vous pouvez avoir une interprétation probabiliste en termes de mouvement brownien. Donc, grosso modo, les solutions que l'on regarde ici sont des expressions, typiquement des espérances de fonctions d'un mouvement brownien qui se balade le long de la ligne. Parce que le mouvement brownien, il peut à tout moment aller très loin, et en particulier passer par la jonction. Donc, il y a un moment donné où le mouvement brownien qui se balade là, il va finir par être en zéro, et la probabilité est positive en tout temps. Bien. Le mouvement brownien, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de repartir dans une autre des branches, en restant un mouvement brownien. Ouais, déjà, laquelle? On peut se dire, ben, on tire au sort. Dans quelle branche il part? Après, il y a un deuxième problème, parce que c'est un mouvement brownien, et que c'est un objet un peu contrariant. C'est que dès qu'il a traversé le zéro, il s'empresse d'y revenir. Et il passe un temps appelé local, en zéro, qui est d'une nature un peu complexe. Bon, les propriétés, je pense, ont été pour les premières fois mises en lumière par Lévy. Donc, ce temps local va gouverner la portion infinitésimale de temps que passe le brownien dans un intervalle infinitésimal. Bon. Donc, il revient souvent. Et donc, chaque fois qu'il revient, il est confronté au même choix de tirer au hasard ou de se dire, je me découpe en deux, une de mes copies part d'un côté, etc., etc. Et donc, lorsque vous avez ici une somme de lambda i du sur dx égale à 0, l'interprétation probabiliste, c'est une manière d'équilibrer les temps locaux. Donc, vous prescrivez, entre guillemets, combien de temps vous restez sur chacune des branches, sur un tout petit intervalle sur chacune des branches. Voilà. Et c'est ces proportions qui vous donnent les proportions de coefficients dans ces relations. Donc, c'est une affaire qui est assez subtile, qui est assez technique, que je n'ai pas du tout écrite en détail. Intuitivement, c'est clair. Probabilistiquement, c'est assez pénible à écrire. Hein. Bien.
ça, c'est une condition linéaire qui a donc tout à fait un sens. Je vous signale que une situation, si on est du point de vue probabiliste, est également très naturelle, consiste à dire, mais je peux rajouter un terme style Robin dans la zoologie des conditions limites, qui est un lambda 0 fois U. Bon. En tout cas, ça c'est pour une jonction de dimension 1. Si les jonctions sont de dimension plus grande, on peut rajouter plein de choses ici. Parce que là, on peut avoir de la diffusion le long des directions communes. Et ça, le lambda 0 en proportion vous dit combien de temps vous freinez le processus en zéro. Vous le faites rester plus longtemps. Vous l'arrêtez un petit peu, mais il va repartir. Et le taux auquel il repart est relié à ces différents coefficients. C'est ça l'interprétation. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire j'ai un brownien là, j'ai un brownien là, il faut lui donner les règles du jeu. Comment il ressort, combien de temps éventuellement il reste ici, et ces règles du jeu, ce sont les conditions aux limites que je suis en train de mettre là. On voit d'ailleurs que si vous réfléchissez en brownien, il n'y en a pas d'autres de conditions aux limites. Et en fait, mathématiquement, c'est un exercice assez amusant de transformer de Fourier sur des systèmes. C'est que, avec en plus des conditions de signe, c'est que le lambda 0, là, il était positif ou nul, c'est que c'est la seule condition aux limites linéaire qui assure le principe du maximum. C'est-à-dire que si f est positif, chacun des u est positif. Donc il n'y en a pas d'autre qui soit compatible avec le principe du maximum. D'ailleurs, sur les histoires de sauts, on peut on peut faire des classifications comme ça en demandant qu'est-ce que je peux prescrire sur les sauts. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai un saut dont l'amplitude dépend de du sur dxi. Bon, si vous prenez des relations linéaires, ça ne satisfait pas le principe du maximum. Ça ne marche pas. D'accord ? Donc, pour garder le principe du maximum et avoir des prescriptions sur les sauts, ce n'est pas bon du tout. Et ça se comprend parce qu'un saut, c'est une différence. Il y a un signe plus sur l'une et un signe moins sur l'autre. Et le plus-moins, ce n'est pas compatible avec le principe du maximum. Donc tout ça pour dire que même en travaillant de manière très très simple, en se basant un tout petit peu sur la physique, on voit apparaître déjà des conditions aux limites naturelles linéaires. Et puis, il va falloir que j'arrête. Et de manière plus globale, on voit ce que l'on verra apparaître. Ce sont des conditions qui font apparaître du sur dx1, du sur dxk, u, où g est strictement croissante par rapport à chacune de ces variables et croissante par rapport à celle-là. Donc si j'oublie le u et que j'impose ceci égal à 0, en fait, dans la géométrie dont j'ai parlé pour des problèmes non linéaires, je vous expliquerai en début d'année prochaine, je vous expliquerai comment on trouve le g à partir du problème de départ. Et on va le trouver en zoomant et en résolvant une sorte de problème ergodique sur le problème dans RD. Ça nous donnera une constante qui dépend des pentes à l'infini, et l'équation, ça sera de dire cette constante, elle doit être nulle. Et ça sera ça la condition à limite. Donc ça fait une transition, et en fait, quand je parle de problème de la cellule, le problème ergodique, c'est parce que ce sont des mots qu'on utilise dans d'autres contextes. Mais en fait, ce qu'on est réellement en train d'analyser, c'est un autre phénomène multi-échelle. Et assez naturellement, quand on a un phénomène multi-échelle et que l'on veut résumer l'échelle la plus fine par un terme à l'échelle la plus grosse, on a systématiquement ce genre de problèmes annexes qui apparaissent. C'est le cas de l'homogénéisation dans lequel on va faire apparaître pour résoudre l'échelle fine, on va regarder le problème de la cellule, mais c'est beaucoup plus général que ça. En voici un autre exemple. C'est typiquement du multi-échelle. Bien. D'ailleurs, on peut imaginer des situations où il y ait des oscillations qui
qui continue par rapport à l'échelle la plus fine, dans les situations elliptiques, même dégénérées au sens des équations d'Hamilton-Jacobi, on verra apparaître des conditions à limite effectives. Dans le cas du deuxième ordre, ce sera beaucoup plus simple de comprendre comment le G apparaît à partir d'un problème donné. Donc je me suis concentré sur, parce que pour le Laplacien, je la trouve très naturelle, sur cette approximation-là, parce que une droite en dimension 3 pour des objets physiques, c'est évidemment une idéalisation. Donc je me suis concentré sur cet aspect-là. On envisagera d'autres manières de régulariser, d'approcher le problème, où ça se posera, où se poseront un certain nombre de questions. Donc vous voyez que là, j'ai essayé simplement de développer un tout petit peu l'intuition qu'il peut y avoir derrière ces équations dans des situations de jonction, d'interface, peu importe comment vous les appelez. Je n'ai rien démontré, donc ce qu'il va me falloir faire, c'est d'une part de se convaincre que ça, c'est une bonne condition aux limites pour ces équations. En d'autres termes, si j'ai un bon G et que j'ai FI comme ça, on se débarrassera du fait qu'il y a une unique solution. Ce sera le premier temps. Le deuxième temps, ce sera c'est quoi le G lorsque je pars d'une équation, comment je le trouve. Et pour le second ordre, ça suffira. Et donc après, on commencera à regarder des situations dans le premier ordre. Mais dans le cas du second ordre, il faudra que j'explique ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas dans les extensions multidimensionnelles. La difficulté dans les extensions multidimensionnelles sont des difficultés techniques liées à la régularité. Formellement, tout est pareil. Mais on ne sait pas tout, donc j'expliquerai ce qu'on sait faire mathématiquement et ce qu'on ne sait pas faire. C'est des questions de régularité parce que je veux vraiment travailler pour des raisons sur une faiblesse de la théorie des solutions de viscosité. Je veux vraiment travailler avec des solutions qui vont être C1 jusqu'au point de jonction le long de chacune des directions. Et que pour ceux qui connaissent, les formes les plus générales de conditions limites, c'est des conditions de Wentzel qui sont de second ordre avec des dérivées tangentielles et que ça, on va l'avoir assez naturellement sur les interfaces. Et sans régularité, on ne sait pas faire. Par les solutions de viscosité, on ne sait pas faire. Donc, il y a un vrai problème technique. Je pense d'ailleurs que c'est purement technique et je suis sûr que ce n'est pas si horrible que ça à résoudre. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas connu. Mais du coup, si on demande de la régularité, il faut être sûr que la régularité est vraie. Donc tout ça, on va le voir tranquillement à la rentrée. Dans le cas du deuxième ordre, ça va déjà nous occuper toute la première séance. Et enfin, je voudrais donc les extensions multidimensionnelles, mais après, il y aura aussi le problème de la stratification. Et le problème de la stratification, c'est que ce que je viens de vous raconter ne marche pas de manière aussi simple. Et on prendra un peu de temps pour analyser. Ça ne marche pas aussi simple, ou alors c'est trivial. Et à nouveau, l'intuition probabiliste est assez naturelle. C'est-à-dire que vous avez un mouvement brownien qui se passe d'une droite et un demi-plan. Ce mouvement brownien, il ne peut pas éclater en un mouvement brownien bidimensionnel. Ce n'est pas possible. Il a beau être très aléatoire, il n'est pas suffisamment pour pouvoir en faire deux pour le prix d'un. Donc, ce n'est pas une démonstration. Mathématiquement, c'est simplement de dire que si je regarde l'équation de Laplace sur un demi-espace, avec des conditions aux limites qui sont Dirichlet, Neumann, enfin toutes les conditions aux limites naturelles du point de vue, par exemple, du principe du maximum, ce qui se passe en un point n'est pas vu. Donc, la droite vue du demi-espace n'est pas vue. Donc, la stratification en non dégénéré, c'est en fait de la hiérarchie. On résout d'abord dans la dimension la plus grande, ensuite on descend dans les dimensions. Okay. Mais il ne peut pas y avoir de couplage en non dégénéré. Donc ça, il faudra que je vous l'explique. Mais alors, l'idée, c'est que si on met un peu de dégénérescence, qu'est-ce qui se passe? On en parlera donc à la rentrée. Toujours dans des cadres deuxième ordre. C'est-à-dire que le brownien, si je le fais dégénérer dans la direction transverse en le point de jonction, je peux le transformer en brownien dégénéré en un point bidimensionnel. Donc tout ceci, ça nécessite qu'on s'y habitue. J'ai un peu débordé, mais j'ai commencé en retard, c'est ma vague excuse. Pardonnez-moi pour avoir débordé. Donc ce que l'on a mis aujourd'hui, c'est juste la mise en place de ce que l'on va faire mathématiquement sur le second ordre et décliner dans le premier cours.
Et ça sera normalement, je l'espère, qu'un seul cours. Voilà, sur ce, bonne fête de fin d'année.